Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce premier numéro de Perspective 2012 qui a le plaisir de recevoir Monsieur Idriss Seck, ancien Premier ministre du Sénégal et président du parti politique Rewmi. Monsieur Seck, bonjour. Bonjour. Et merci, malgré votre agenda assez chargé, d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Merci à vous et félicitations pour l'excellent travail que vous faites. Merci beaucoup. J'ai le plaisir aussi de co-animer cette émission avec mon collègue Georges Nesta Diop du service politique de Walf Quotidien. Georges, la parole est à toi pour la première question. Merci Pierre-Édouard. Bonjour Monsieur le Président du Rewmi. Alors, Monsieur le Premier ministre, la presse a fait état ces derniers temps de l'acquisition d'un certain nombre de véhicules, une vingtaine dit-on. Ça, ne trouvez pas que c'est un peu fort pour un opposant? Je voudrais tout d'abord rendre grâce à Dieu et vous remercier pour votre invitation et saluer l'ensemble de nos compatriotes qui nous écoutent aujourd'hui et me satisfaire de cette première question parce qu'elle m'offre l'occasion de préciser que Madame Léna Sène, ma directrice de campagne ici présente, n'a jamais évoqué cette question, ni à une réunion interne au niveau de son directoire, ni au plan public. Donc l'information n'est pas de nous. Ce que je sais en revanche, c'est qu'elle travaille jour et nuit en relation avec les 33 membres du directoire de campagne électorale que nous avons mis en place et avec les plus de 40 organisations qui composent notre coalition, à rassembler tous les moyens humains, matériels, logistiques et financiers à la hauteur des enjeux de cette élection de 2012 qui doit consacrer le départ de Abdoulaye Wade de la tête du Sénégal et le démarrage d'une vraie alternance et d'un vrai changement. Je sais donc qu'elle y travaille d'arrache-pied, mais nous n'avons fourni aucune information. Il s'y ajoute que Mme Léna Sène est une grande professionnelle qui veillera à ce que la conduite de notre campagne électorale soit une occasion de mise en application des idées que nous portons pour le Sénégal. Et naturellement, cela exclut d'immobiliser l'argent correspondant à l'achat de 40 véhicules ou de 30 véhicules. Ce qu'elle a fait, c'est que chaque dépense de campagne électorale sera l'occasion de promouvoir pour nous un opérateur économique sénégalais du secteur privé. Donc, elle s'est rapprochée d'un opérateur économique sénégalais dont c'est le métier d'acheter et de louer des véhicules. Et naturellement, notre commande de service pour les 5 mois ou 6 de campagne électorale est une opportunité pour cet opérateur d'étendre son parc. Mais nous n'avons pas acheté les véhicules et de toutes les façons, toutes les dépenses que nous ferons seront l'occasion de promouvoir le secteur privé sénégalais. Est-ce vrai que le budget de votre campagne s'élève à 7 milliards comme annoncé dans la presse? Non, mais je viens de vous dire que cette information n'est pas de Léna Sène et elle n'est pas de moi. Et naturellement, je ne vous révélerai pas le montant de notre budget de campagne électorale. Ce que je me limiterai à vous répéter, c'est que Mme Léna Sène et les 33 membres du directoire de campagne et les 40 organisations qui constituent notre coalition travaillent jour et nuit à rassembler tous les moyens nécessaires correspondant aux enjeux de cette élection qui est une élection capitale. Ce que je peux également vous dire, c'est que des compatriotes de tout niveau contribuent à cet effort parce que désireux de voir le vrai changement s'instaurer au Sénégal. Je dois d'ailleurs vous dire que hier ou avant-hier, elle m'a amené un courrier qui m'a beaucoup ému d'un retraité sénégalais, je pense qu'il habite Sacré-Cœur, qui m'a écrit avec 25 000 francs CFA dans l'enveloppe, disant que c'est sa contribution. Connaissant le niveau des pensions de retraite au Sénégal,
cette contribution de ce compatriote, simplement par désir de me voir accéder à la présidence de la République pour servir le Sénégal véritablement et non servir les intérêts d'un clan ou d'une famille, cette contribution m'est allée droit au cœur. Vous semblez dire que, sinon vous semblez insinuer que les moyens avec lesquels vous irez en campagne ne viendront pas simplement de Idrissa Seck, mais peut-être de quelques citoyens. Idrissa Seck sera un des contributeurs, c'est clair, mais d'autres compatriotes, tout aussi concernés par la mission que j'entends conduire au service du Sénégal, contribueront puissamment. C'est clair. Ok. Léna Sène, vous avez cité son nom plusieurs fois depuis le début de l'émission. Quelle est la pertinence du choix que vous portez sur sa personne? Est-ce une manière pour vous de séduire un peu l'électorat féminin, par exemple? Pas seulement. L'électorat féminin est masculin. Je crois que depuis que je suis engagé en politique, j'ai attaché un soin particulier à m'entourer des meilleurs de nos compatriotes en compétences et en vertu. Vous vous souvenez qu'en 2000, lorsque nous sommes arrivés au pouvoir, c'est moi qui ai fait venir le général Mamadou Niang, qui venait de diriger l'ONEL et qui était dans une ambassade en Guinée-Bissau. C'est moi qui l'ai fait venir, il ne connaissait pas très bien Maître Wade, pour lui confier le ministère de l'Intérieur sur la base du profil qu'il représentait. C'est moi qui ai convaincu Eva Marie Coll Seck, qui était à l'OMS, de rentrer au Sénégal et de mettre au service du Sénégal ses compétences exceptionnelles en matière de lutte contre le sida et de lutte contre le paludisme. Et c'était aussi une syndicaliste réputée qui avait une excellente connaissance du terrain du secteur de la santé. C'est moi qui ai fait venir le jeune Makhtar Diop, qui est d'ailleurs actuellement retourné à la Banque mondiale, directeur quelque part. Voilà. J'ai toujours veillé à repérer des compétences nationales comme dans la diaspora pour les impliquer dans la prise en charge de la seule mission qui vaille, être au service du Sénégal et des Sénégalais et faire en sorte que toutes ces compétences soient mobilisées autour d'un seul but, produire des bienfaits pour les populations sénégalaises. Faire en sorte que cette femme qui se réveille à 5 heures du matin, qui prend un ndiagandiaï, qui n'a même pas de quoi acheter un damba de poisson pour vendre, mais qui a juste un bâton et des clous au bout pour aller désécailler les poissons comme prestation de service, que cette femme-là accède au bonheur parce que c'est une entrepreneure et elle l'a prouvé. Par cette capacité d'initiative et par la faiblesse de ses moyens, que les compétences de Mme Léna Sène, ramassées à Wall Street, servent à donner à cette femme l'accès au financement qu'elle mérite. Voilà, c'est ça qui justifie le choix de Mme Léna Sène, mobiliser toutes les provisions qu'elle a ramassées au cours de son parcours exceptionnel, les combiner aux compétences exceptionnelles que nous trouvons dans la haute administration sénégalaise, aux compétences du directoire de campagne, aux compétences de la coalition qui porte ma candidature, combiner toutes ces compétences, tous ces talents, autour d'un seul objectif, produire des bienfaits pour les populations sénégalaises. Cela ne peut-il pas créer ce que je peux appeler des frustrations au sein du parti, quand certains voudront par exemple se dire que pourquoi il nous a laissés de côté alors que nous sommes avec lui depuis qu'il a quitté le PDS et il est allé chercher une autre compétence ailleurs? Pas du tout. Regardez le sourire de Omar Sarr et de Pape Diouf, qui sont tous dans le directoire. Vous savez, chez moi, les règles sont très claires et très simples. Parce qu'elles sont coraniques. Il y a un beau verset qui dit que ceux qui se sont battus par leur personne et leurs biens occupent les premiers rangs, même si la grâce est vaste et peut accommoder tous ceux qui viennent porter le combat qui est le nôtre. Ces collaborateurs-là qui se sont battus autour de moi, qui ont connu des sacrifices exceptionnels, qui ont été traqués dans leur vie privée, dans leur position politique, dans leur position d'État. Ils ont perdu des fonctions. On les a traînés dans la boue. Certains d'entre eux sont allés en prison. Savent de moi que je ne les oublierai pas.
Ils savent de moi que je sais rester fidèle en amitié. Mais ils savent aussi de moi que je ne ménagerai aucun effort pour que les stations de responsabilité au niveau desquelles se produisent les bienfaits qu'attendent les populations sénégalaises depuis si longtemps, que ces stations de responsabilité ne seront meublées que par les meilleurs d'entre nous en compétence et en vertu. Et là-dessus, je ne transigerai pas. Je ne laisserai pas la responsabilité de la gestion des bienfaits destinés aux populations entre les mains de gens comme Farba Senghor. Je ne le ferai pas. Et parmi eux, tous ceux qui sont compétents et qui peuvent produire des bienfaits pour les populations auront des responsabilités à la hauteur de leurs compétences. Mais où qu'elles soient, ces compétences-là, j'irai les chercher au seul service du peuple sénégalais. Que ce soit dans Benno, que ce soit dans la société civile, que ce soit au plan national ou dans la diaspora, nous avons la chance d'être dotés ici au Sénégal de compétences exceptionnelles qu'il nous faut mobiliser au service d'une seule cause: servir le Sénégal, servir les Sénégalais. Nous allons donc passer à ce qui fait aujourd'hui le débat, c'est la candidature de Maître Abdoulaye Wade. Il y a quelques jours, vous avez, au cours d'une rencontre avec la presse étrangère, déclaré que cette candidature n'a pas de sens. En quoi n'a-t-elle pas de sens, cette candidature de Wade? Cette candidature n'a pas de sens parce que d'abord, elle viole la Constitution, que Wade lui-même et moi-même avons rédigée. C'est Wade lui-même qui a introduit dans cette Constitution la limitation du nombre de mandats à 2. En 2000, quand nous sommes arrivés au pouvoir, cette limitation n'y était pas. J'étais, rappelez-vous, ministre d'État, directeur de cabinet du président de la République. Donc, ayant un accès privilégié à l'ensemble des questions essentielles qui se géraient au niveau de l'État. Et parmi ces questions, notre premier gros chantier a été de réformer la Constitution, de rédiger une nouvelle Constitution. Et nous avons mobilisé des compétences exceptionnelles en la matière que nous avons ici au Sénégal, des professeurs de droit constitutionnel. Mais nous leur avons indiqué notre volonté, qui était de limiter le nombre de mandats du président de la République à 2 et de ramener la durée du mandat à 5 ans. Ça, c'est Wade qui l'a fait. Et ça a été adopté par référendum. Et Wade lui-même en a donné la meilleure interprétation sous vos caméras en disant qu'il était impossible qu'il soit candidat parce que lui-même avait bloqué le nombre de mandats à 2. Il est revenu pour je sais bien, vous avez raison. Sa parole n'est pas stable. Et naturellement, vous l'avez tous entendu, nous-mêmes, parjurer publiquement en disant « Ma waxoon waxet ». Vous avez raison. Il l'a fait. Mais que sa parole soit instable n'est pas le sujet. C'est la Constitution qui doit être stable. C'est la Constitution qui doit être respectée. C'est la Constitution qu'aucun citoyen ne doit permettre qu'on viole. Mais comment lui faire respecter la Constitution maintenant, étant donné qu'il est décidé à aller au Tous les moyens légaux doivent être mobilisés. Tous les moyens politiques, tous les moyens de pression sociale, tous les moyens de pression internationale seront mobilisés. Vous êtes pour le rapport de force sur le terrain? Mais naturellement. Mais comment pensez-vous que Wade a reculé le 23 juin? Il était parti pour réviser la Constitution pour pouvoir être élu avec 25% des suffrages exprimés dès le premier tour. Ça veut dire en fait pour supprimer de fait le deuxième tour parce qu'il a fait évaluer ses chances électorales et la réponse a été formelle. 3 Sénégalais sur 4 sont contre Abdoulaye Wade. Sachant qu'il ne pouvait plus compter que sur 1 Sénégalais sur 4, il a voulu réformer la Constitution. Mais je vous ai dit, moi, je fais partie de ceux qui le connaissent le mieux. C'est un combattant qui se battra de toutes ses forces pour atteindre ses objectifs. Mais c'est un homme intelligent qui sait s'arrêter s'il sait qu'il ne peut pas passer.
il renonce peut-être pas à ses projets, mais il est suffisamment raisonnable en face d'une pression supérieure à ses capacités de résistance à laisser tomber. Il l'a prouvé le 23 juin. Eh bien, il nous faut maintenir le même niveau de mobilisation. Et c'est pour cette raison que je suis allé adhérer au M23 avec les 40 organisations qui sont avec moi. Nous utiliserons tous les moyens pour le conduire, comme je l'ai déjà déclaré, à honorer ses engagements et à respecter notre Constitution. Mais justement, le M23 lui a fixé un ultimatum qui a expiré. Le président est là, rien ne s'est produit finalement. Vous savez, moi, je n'étais pas là-bas quand on fixait l'ultimatum et je ne suis pas pour les ultimatums. Je suis pour des réponses appropriées aux problèmes lorsqu'ils se posent. Vous savez, la situation en Côte d'Ivoire est née d'une décision du Conseil constitutionnel ivoirien. Le président Gbagbo a résisté et a conduit son pays à la catastrophe en s'appuyant sur une décision du Conseil constitutionnel ivoirien. Avant que, après plusieurs morts, après plusieurs destructions, le même Conseil constitutionnel revienne dire le droit. Nous ne voulons pas de ça. Nous sommes pour la paix, nous sommes pour la stabilité du Sénégal. Le Sénégal a d'autres chats à fouetter qu'à être brûlé, à être cassé. Le président de la République, et je lui lance un appel solennel, a la responsabilité de préserver cette stabilité qu'il a héritée de Senghor et de Diouf. Il a la responsabilité première de garantir la paix. Mais tout le monde sait que la paix ne peut être sous-tendue que par la vérité et la justice. S'il est prêt à tout pour violer la Constitution, nous serons prêts à tout pour lui imposer de la respecter. Vous, personnellement, avez-vous confiance au Conseil constitutionnel? Écoutez, ce n'est pas une question de confiance. Moi, vous vous en souvenez, j'ai consulté les meilleurs constitutionnalistes du Sénégal et de la France, y compris le professeur Serigne Diop, qui est l'un des plus gradés dans le secteur au Sénégal. Qu'est-ce qu'il en pense, lui? Non, il a dit que sa position à la tête de la médiature lui interdit de communiquer son point de vue en public par respect pour une autre institution sœur devant connaître du projet. Mais il m'a dit que si le président de la République l'invitait dans son bureau et lui posait dans le secret de son bureau la question, il lui apporterait une réponse. La même, sans doute, que celle qu'il m'a communiquée. Tous les constitutionnalistes que j'ai consultés ont eu une conclusion unanime. D'ailleurs, au comité directeur, où j'ai dit en face au président de la République qu'il ne pouvait pas être candidat, lui-même m'a dit qu'il avait reçu des rapports d'autres professeurs, mais il ne m'a ni montré les rapports, ni cité les noms des 10 professeurs à ce jour. Donc la question, elle est tranchée. Comme l'a dit un constitutionnaliste, ce n'est même pas une question de droit, c'est une question de français. L'article de la Constitution est clair. Le mandat du président de la République est de 5 ans. Il n'est renouvelable qu'une seule fois. Le mandat en cours, le président de la République peut terminer son mandat en cours, à l'époque qui était de 7 ans, point. Toutes les autres dispositions de la Constitution lui sont applicables. Donc, y compris la disposition qui limite le nombre de mandats à 2. La question, elle est claire. Le Conseil constitutionnel n'a pas d'autre choix que de dire le droit. Nous ne le laisserons pas dire autre chose que le droit pour préserver la paix et la stabilité du Sénégal. Justement, pour préserver la paix et la stabilité du Sénégal, certains observateurs et certains hommes politiques suggèrent maintenant la tenue d'un référendum pour trancher le débat. Qu'en pensez-vous? Mais écoutez, cette constitution dont je viens de parler a été adoptée par le peuple sénégalais presque à l'unanimité par référendum. Vous voulez qu'on dépense encore des deniers pour demander aux Sénégalais ce qu'ils ont déjà dit qu'ils voulaient? Les Sénégalais ont adopté cette constitution très claire. Et cette constitution, sur ce point, n'a pas été modifiée. La seule modification introduite, c'est le retour au septennat après une promesse
de faire le quinquennat. Et nous, quand on défendait l'idée du quinquennat, c'était pour donner à notre démocratie un rythme de changement à la tête de l'État compatible avec le rythme des grandes démocraties du monde. C'est 4 ans aux États-Unis 2 fois, c'est 5 ans en France. C'est ça qu'il faut comme rythme dans une démocratie moderne, ce qui permettra à des présidents d'aller à la retraite suffisamment jeunes et de rendre d'autres services à leur peuple et à l'humanité. À ce sujet d'ailleurs, j'ai déjà déclaré moi que c'est en 2022 que je quittais la scène politique sénégalaise à 63 ans. Mais il faut qu'on revienne à des rythmes et à une accélération du renouvellement de la classe politique. Le monde lui-même dans lequel nous vivons s'accélère. On ne va plus avoir des présidents qui vont rester en poste pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans. Mais il faut que l'Afrique sorte de ça. Ce n'est pas possible. Là où aux États-Unis, vous comptez des dizaines d'anciens présidents en service, en France, Tony Blair est sorti très jeune. Mais vous avez un président de la République que tous les présidents du monde appellent grand-père. Mais ce n'est pas possible. Oui, nous restons dans la perspective 2012. Vous n'avez jamais caché votre ambition de devenir le 4e président de la République du Sénégal. Absolument. Mais vous êtes un homme politique et vous prévoyez tous les scénarios possibles. Au cas où vous ne serez pas au second tour, prenez-vous l'engagement devant les Sénégalais, par exemple, de soutenir le candidat de l'opposition le mieux placé? Oui, je l'ai déjà dit de façon extrêmement claire, sans équivoque, à Thiès, à l'occasion du meeting du M23. D'ailleurs, je n'ai pas encore entendu les autres leaders et candidats être aussi clairs que moi sur cette question. La question est simple. J'ai déjà écrit le 1er juin que la présence de Maître Abdoulaye Wade, pour qui pourtant j'ai beaucoup d'affection et de respect, à la tête du Sénégal est devenue un danger et une calamité. Souvenez-vous, le président Senghor a quitté le pouvoir à 74 ans, l'âge auquel Wade, lui, est arrivé au pouvoir en 2000. Et il disait ne plus être sûr de pouvoir se concentrer 12 à 14 heures par jour sur les dossiers de l'État, ce qui était un minimum qu'exigeait la charge présidentielle. Donc c'est un danger de le maintenir à la tête du Sénégal. C'est pour ça que je travaille de toutes mes forces à le faire partir. Ça n'a rien à voir avec une hostilité quelconque à son endroit. C'est pour le bien du Sénégal, c'est pour la stabilité du Sénégal, c'est pour une prise en charge correcte et efficace de la charge présidentielle qui exige une énergie physique, mentale, morale et psychologique d'exception qu'on ne peut pas garantir à 86 ans hors TVA, comme dit Tanor. Donc, je dis très clairement que pour moi, n'importe quel candidat qui est présent au 2e tour, si ce n'est pas moi, ce qui est naturellement très invraisemblable. Ah oui. Absolument. Et pourquoi? Toutes les études le prouvent. Ce qui est totalement invraisemblable. Mais si un candidat de l'opposition était en face d'un candidat du pouvoir, autre que Wade, puisque la première question, c'est que pour que Wade soit là-bas, il faut d'abord qu'il passe la barrière du Conseil constitutionnel, qu'il passe la barrière de notre détermination à l'empêcher d'être candidat, et qu'il passe tous les troubles que cela génère pour être candidat. Mais n'importe quel candidat de l'opposition, autre que moi, aurait mon soutien. C'est d'ailleurs, vous savez, ce débat dans Benno, de candidats uniques et tout ça, c'est une perte de temps. Ce n'est pas nécessaire. Il y a des gens qui ne voteront que pour Moustapha Niasse. Il y a des gens qui ne voteront que pour Tanor Dieng. Il y a des gens qui ne voteront que pour Macky Sall. Il y a des gens qui ne voteront que pour Idrissa Seck. Il y a des gens qui ne voteront que pour Wade s'il était candidat. Donc, maintenant qu'on a l'absolue certitude que le pouvoir actuel, le régime actuel est rejeté par 3 Sénégalais sur 4, il y a une très forte probabilité de second tour. Organisons le 1er tour comme des primaires pour nous tous et entendons-nous sur le fait que celui que les Sénégalais auront classé devant les autres ait le soutien de tous les autres. Et que personne d'entre nous n'aille soutenir
le candidat adverse. Une fois que ça c'est garanti, vous savez, l'unité dans cette classe politique, elle est facile. Je l'ai déjà dit. Un chef d'État africain m'a dit il y a quelques semaines que nous avions, nous au Sénégal, la chance d'avoir une très bonne distribution géographique des principales figures de l'opposition. Moustapha Niasse est à Nioro, Tanor est à Mbour, Macky Sall est à Fatick, Landing Savané est à Bignona, Bathily est à Bakel, Dansoko est à Kédougou, moi je suis à Thiès, Aminata Tall est à Diourbel, que sais-je, il n'y a pas de conflit. Et si chacun d'entre nous fait pour son département ce que j'ai fait à Thiès, le Sénégal se développe. Alors entendons-nous, arrêtons les querelles, mais en tout cas pour répondre de façon précise et sans équivoque, si je n'étais pas présent au second tour, mon soutien ne sera même pas à négocier, il sera automatique au service du Sénégal. Alors vous posez l'hypothèse d'un second tour, alors que Wade il dit qu'il va gagner au premier tour. Vous, est-ce que vous... Oui, ouais, parce que lui il est sûr de gagner au premier tour. Mais avant de gagner, il faut qu'il soit candidat. Vous savez, Wade a une grande qualité. C'est que parfois il est comique. Parce que toutes les études établissent que 3 Sénégalais sur 4 l'ont rejeté. Lui-même l'a reconnu. Sinon, il n'aurait pas tenté de réviser la Constitution pour se faire élire au premier tour à moins de 25%. Donc il sait qu'il a perdu. Il le sait ça. Et il sait qu'il n'a aucun moyen de rester au pouvoir, autre que par la violence. Et peut-être est-il en train de s'y préparer. C'est ça le véritable enjeu. Mais nous ne le laisserons pas instaurer au Sénégal le désordre, l'instabilité. Parce que le Sénégal a 2 avantages comparatifs pour son développement. Sa stabilité politique d'abord. Nous sommes l'un des rares pays à n'avoir jamais connu de coup d'État, à avoir eu des alternances pacifiques. Il nous faut préserver cela. Et le deuxième avantage comparatif, c'est l'état de droit, le respect de la loi. Ça, non plus, il ne faut pas l'altérer. La vertu dans la conduite des affaires publiques, ça aussi, il ne faut pas l'altérer. C'est pour ça d'ailleurs que l'affaire Ségoura a eu ce retentissement planétaire, parce que les gens étaient choqués de voir cela arriver au Sénégal. L'opinion internationale a été habituée à de la classe, à de la vertu, à de la distinction dans la prise en charge des affaires sénégalaises. Mais tout ça est en train d'être altéré. Et d'ailleurs, le Wade que moi j'ai connu, je pense, n'est plus en possession de ses moyens, sinon toutes ces dérives n'arriveraient pas. Vous voulez dire que là, ils sont sans classe actuellement, quoi? Ah oui, ça manque singulièrement de classe. Vous voyez ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est grave. L'affaire Ségoura, c'est grave. Le népotisme, c'est grave. Et ce même Wade, quel sort allez-vous le réserver en cas d'élection, lui et son fils? Non mais écoutez, ce qui importe pour les Sénégalais, c'est que tout ce qui les dégoûte dans la conduite actuelle des affaires de l'État sera combattu. Et rien ne pourra se passer comme ça, désormais. Parce que ce qui s'est passé le 23 juin, c'est un message très clair que le peuple sénégalais envoie à tous les dirigeants, pas seulement aux dirigeants actuels, mais à tous les dirigeants futurs, qu'ils n'accepteront plus n'importe quoi. Ces jeunes de Y'en a marre là, ce n'est pas des farfelus, hein. C'est des maîtrisards, c'est des gens qui ont fait du droit, c'est des jeunes diplômés, mais ils véhiculent un message extrêmement clair en direction de tout leader futur, c'est que nous n'accepterons plus n'importe quoi. Maintenant, pour ce qui concerne le chef de l'État, un grand diplomate américain m'a dit tout l'effort qu'ils avaient fait pour permettre à Gbagbo une sortie honorable. Il lui avait même offert un poste de professeur aux États-Unis dans une université de Boston
Il lui avait même offert de recruter des étudiants à son service pour l'aider à écrire des livres. Il a refusé et vous voyez ce qui lui est arrivé. Il faut savoir qu'il y a une vie après la vie de chef d'État. Aujourd'hui, il y a des chefs d'État qui parcourent le monde, qui font des missions, qui sont reçus à la Maison-Blanche, qui rendent des services à la communauté internationale. Le président Diouf, à la tête de la francophonie, rend de grands services. Il y a une vie post-vie de chef d'État. Les anciens schémas de chefs d'État qui devaient nécessairement mourir au pouvoir parce qu'ils ne s'imaginaient pas pouvoir prendre une retraite comme Houphouët-Boigny, Eyadema, Bongo. Ça, c'est fini, ça, en Afrique. C'est terminé. Les nouveaux modèles, c'est les Thabo Mbeki, c'est Konaré, c'est Diouf, voilà, qui, après avoir été chef d'État, après avoir rendu des services, rendent d'autres services à la communauté internationale dans d'autres positions. Moi-même, si je me projette au-delà de 2022 dans une vie de leadership au service de l'Afrique, c'est bien dans cette perspective-là que je le fais. Il ne faut pas que Wade, on lui impose de rester au pouvoir. Je sais, lui d'ailleurs, qu'il n'a aucune envie de rester au pouvoir. Mais je pense que des gens qui ont envie d'être protégés à vie, ce qui de toutes les façons n'est pas possible, l'obligent à rester pour leur servir de bouclier. Mais ces gens-là doivent savoir que des comptes seront rendus au peuple sénégalais. Vous savez, et ça je l'ai dit depuis très longtemps, hein, quand j'étais Premier ministre, lors de la déclaration de politique générale, vous m'avez tous entendu dire que je soutiendrais Gorgorlou et combattrais Ndioublang. Donc, là-dessus, il n'y a pas de transaction possible. Ce qui est dû au peuple sénégalais sera rendu au peuple sénégalais. Par exemple, Karim Wade, il va rendre compte. Ah, naturellement. Pas seulement lui. Pas seulement lui. Vous savez, par exemple, j'ai vu Macky Sall, Premier ministre, aller à la télévision dire que l'argent qui venait soi-disant d'un ami du président, que c'est lui, Premier ministre, qui l'avait distribué. Il faudra qu'il rende compte de ça. Qu'il nous dise de quel compte est venu cet argent, dans quel compte c'est allé et à qui c'est allé. Mais on ne peut pas se permettre n'importe quoi au Sénégal. De toutes les façons, pas sous ma direction. Mais lui, Macky Sall, pourra vous dire aussi que vous, à l'époque, on vous avait accusé d'avoir pris beaucoup de milliards. Ah oui, mais c'est faux. On a dit aussi que c'est faux. Celui qui m'a accusé a dit que c'est faux. La justice a dit que c'est faux. Et à la date d'aujourd'hui, ce que moi j'avais dit est resté vrai. D'ici à l'extinction du soleil, on ne pourra pas me reprocher de malversation. Alors passons un peu à ce débat autour de la candidature unique au sein de Benno Siggil Sénégal. De toute façon, vous êtes tous du M23. Oui. Et en tant que membre du M23, est-ce que ce débat-là, ce blocage qu'il y a au sein de Benno Siggil Sénégal ne vous gêne pas? Parce que cela pourrait peut-être décrédibiliser un peu l'opposition aux yeux de l'opinion. Encore une fois, je vous répète l'opinion que je vous ai donnée tout à l'heure. Pour moi, c'est un faux débat. Que chacun aille travailler pour rassembler l'électorat qu'il peut rassembler. Puisqu'il nous faut prendre l'habitude de rendre au peuple sénégalais souverain sa capacité de choix et sortir des combinaisons d'appareils où quelques chefs de parti s'enferment dans une salle et se distribuent les positions. Mais que ceux qui ont 10% sachent qu'ils ont 10% de la confiance des Sénégalais, que ceux qui ont 51% gouvernent. Mais on ne peut pas passer notre vie dans des combinationnés. Il faut que le peuple sénégalais souverain ait l'opportunité de dire clairement comment il distribue sa confiance entre tous ceux qui la sollicitent. Et une fois que le peuple s'est prononcé, il nous faut respecter son choix. Moi-même, en 2007, je savais à l'avance, parce qu'avant d'entreprendre toute initiative, j'étudie le marché. J'étudie le marché électoral. Donc en juin 2007, j'avais fait faire une étude qualitative et quantitative de l'opinion sénégalaise, d'abord pour cerner ses attentes et ensuite pour avoir une idée de ses intentions de vote. Cette étude avait été conduite par Labo Marketing du professeur Saliou Diop. Et cette étude m'avait donné
presque à quelques poussières de points près les résultats qui se sont révélés être ceux de 2007. Et quand l'élection s'est passée, vous m'avez entendu reconnaître la victoire de Wade au premier tour à 55%. Vous avez déjà effectué un sondage, ça veut dire que ça correspondait, mais naturellement, j'en ai deux. Et qui disent quoi? Non mais pourquoi vous... Non mais franchement, non, c'est stratégique. Non, il faut être sérieux. Vous savez, n'importe quel chef d'entreprise qui dépense 50 millions de francs CFA dans un business fait une étude de marché. Vous voulez que je m'engage dans une activité aussi sérieuse que celle de diriger un pays sans un minimum d'études? Mais je ne ferai jamais ça. L'activité politique est l'activité où l'on s'expose le plus. On court le risque de perdre sa vie, de perdre sa liberté, de perdre ses biens, de perdre son honneur, d'être attaqué par des gens qui autrement ne vous auraient même pas adressé la parole, n'oseraient même pas vous adresser la parole. Alors, vous pensez qu'on s'engage à la légère dans une activité de cette nature? Bien sûr que j'ai fait des études. Et si en 2007, les Sénégalais ne m'avaient pas dit qu'après Wade, le meilleur choix qu'ils avaient, c'était moi, mais je n'aurais pas continué à faire de la politique. J'aurais été continuer ce que je faisais dans le secteur privé, gagner de l'argent et produire des bienfaits pour les populations et pour mes proches. Mais c'est parce que les Sénégalais m'avaient donné cette réponse, qui correspondait à la réponse que m'avait annoncée l'étude, que j'ai poursuivi, que j'ai continué à travailler, que j'ai continué à mobiliser des soutiens à l'intérieur du pays et dans la diaspora, que j'ai continué à convaincre des compatriotes qui étaient pourtant dans des stations mirobolantes au plan mondial à revenir au Sénégal comme Léna Sène au service du peuple sénégalais. Mais c'est ça que je fais. Et naturellement, ce qui m'est annoncé est suffisamment prometteur pour que je poursuive. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression d'avoir perdu du terrain, surtout à Thiès, quand on sait que le score que vous avez à la présidentielle n'est pas celui que vous avez aux élections locales? Écoutez. Et puis il y a certains de vos conseillers de Réumi, des conseillers municipaux de Réumi qui sont rebellés et qui demandent même votre démission, votre destitution à la tête de la mairie. Non, écoutez, il faut être sérieux. Il est normal que le président de la République, qui considère que je suis son adversaire le plus dangereux à abattre, mette tout en œuvre. Celui qui tire les ficelles. Bien évidemment. Mais qui a reçu ces jeunes-là? C'était au palais, hein? Vous étiez là, non? Non, vous n'étiez pas là? Non, du tout. Ah bon? Non. Vous y étiez? Eh ben voilà. Non, mais écoutez, qui les a reçus? C'est le président de la République. Mais vous savez, ce que j'ai dit en faisant la campagne de 2009 aux Thiessois, c'est ce que je répète aujourd'hui. Le jour où les Thiessois m'abandonnent, j'arrête de faire de la politique. Ah oui. Vous savez, un jour, nous recevions le Premier ministre du Canada. Et le président de la République, en rigolant, lui a dit, oui, mon Premier ministre, lui, il s'intéresse beaucoup à sa base régionale à Thiès. Et Jean Chrétien, à l'époque, m'a dit, ne changez surtout pas ça. Moi, je fais la même chose au Canada. Si vos plus proches ne disent pas que vous êtes bon, personne d'autre ne le dira. Donc, naturellement, si les Thiessois ne m'avaient pas renouvelé leur confiance, tout en sachant de façon très claire quels étaient mes objectifs, hein, je le leur ai dit très clairement. Je leur ai dit, mon principal objectif est d'être le 4e président de la République du Sénégal par la grâce de Dieu et la volonté des Sénégalais. Et que c'est à cela que j'allais consacrer tous mes efforts et toutes mes énergies. Naturellement, j'ai installé une équipe municipale d'assez bonne qualité que j'appuie. D'ailleurs, les Thiessois ont vu ces jours derniers des bennes tasseuses pour s'occuper de leurs ordures qui sont venues de la coopération décentralisée. Vous pensez que c'est en dormant que j'ai obtenu ça? Mais mon objectif, ce n'est pas Thiès, c'est le Sénégal. Je veux m'assurer qu'au Sénégal, on instaure l'état de droit et que les lois soient respectées par tous et soient les mêmes pour tous.
Je veux qu'au Sénégal, les gens connaissent enfin la prospérité, que les délestages cessent et que les femmes accèdent au financement pour leurs activités, pour nourrir leur famille. Une bonne transition pour parler d'offres politiques, Monsieur Idrissa Seck, plus précisément la nature du régime que vous comptez mettre en place. Wade, on le sait, c'est le régime présidentiel pur et dur. Benno envisage d'équilibrer un peu les deux pouvoirs. Vous, quel type de régime allez-vous mettre en place une fois élu? Clairement un régime présidentiel, mais un régime présidentiel respectueux de l'équilibre des pouvoirs. C'est-à-dire un Parlement pleinement responsable, pleinement en charge de ses prérogatives, une justice clairement indépendante, sans que cette indépendance ne conduise des juges à poser des actes répréhensibles en toute impunité. Je veillerai à ce que, à l'indépendance totale de la justice, soit associé un mécanisme qui permette à des citoyens, face à des décisions de justice injustes, de poursuivre les juges indélicats. Voilà. Je veux un président qui définisse la politique de la nation, qui impulse l'exécutif, un Parlement qui vote les lois et qui contrôle efficacement leur application, une justice indépendante, mais avec des juges responsables devant un organisme qui pourrait inclure les représentants des institutions de l'État, des techniciens du droit, des journalistes, et devant cette institution, des citoyens qui pourraient être victimes de décisions aberrantes ou contraires au droit puissent aller porter plainte contre des juges indélicats. Voilà ce que je veux. Et sur le plan social, le budget actuellement qui est adopté à l'Assemblée nationale fait une part belle au social et aux infrastructures. Vous, entendez-vous faire mieux? Alors, d'abord, je vais continuer ce que j'avais commencé et qu'on n'aurait jamais dû arrêter. C'est quoi? C'est décentraliser le budget consolidé d'investissement, puisque le Sénégal ne se limite pas à Dakar, le Sénégal ne se limite pas à Thiès. Le Sénégal s'étend jusqu'à Kédougou, jusqu'à Saint-Louis, jusqu'en Casamance, jusqu'à Tamba, jusqu'à Kaffrine, Kaolack, Matam, Podor, etc. Donc, l'idée qu'on avait de dire chaque année, à chaque fête d'indépendance, on allait aller dans une région. Je vais la poursuivre en augmentant le budget. Ce que je retiens pour l'instant, en attendant que les études des experts peaufinent la faisabilité, c'est que chaque année, je dépenserai dans une région 100 milliards de francs CFA. 50 milliards dans des infrastructures prioritaires et 50 milliards dans une mutuelle régionale de crédit et d'épargne, où on pourra donner suffisamment de garanties pour que le système bancaire qui finance insuffisamment notre économie ait l'opportunité de financer beaucoup plus substantiellement. Parce qu'aujourd'hui, le taux de financement de l'économie gravite autour de 19%, là où ça atteint plus de 60, 70, 80% dans le Maghreb. C'est inacceptable. Donc ça, c'est d'abord une meilleure distribution, plus équilibrée des richesses nationales et du budget consolidé d'investissement. Maintenant, je choisis, en dehors de l'énergie, qui est un secteur générique, qui irrigue toute l'économie et dont on va s'occuper en améliorant le parc de production actuel, en le diversifiant pour intégrer davantage d'énergie propre, solaire, éolienne, hydroélectrique, etc., et qu'on va privatiser, le transport qu'on va améliorer. Vous poursuivre le plan Takkal, par exemple? Non, mais écoutez, le plan Takkal, Takul nga bëgg me poursuivre. Ça ne marche pas. Donc, on règle la question de la distribution, on règle la question du transport et on règle la question de la production en impliquant des privés. En dehors de ce secteur générique de l'économie qui touche tous les acteurs, les artisans, les coiffeurs, les tailleurs, les mécaniciens, les usines, etc. En dehors de ce secteur, j'aurai deux secteurs prioritaires. Le premier, c'est l'agriculture. Puisque 60% de notre population est dans l'agriculture et le secteur ne produit que 10% des richesses nationales.
C'est une aberration. Tant que ce sera comme ça, nous resterons pauvres. Mais pour que cette agriculture-là décolle, il faut maîtriser l'eau. Donc, naturellement, nous aurons un programme spécial de maîtrise de l'eau, de renforcement du parc des forages, de réhabilitation des forages en panne, d'extension des bassins de rétention, mais mieux que les bassins actuels. L'idée était bonne, hein, comme certaines autres idées du président de la République d'ailleurs qui ont été dévoyées par la suite. Maîtrise de l'eau, renforcement du personnel qui travaille dans le secteur. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons un programme spécial. On est en train de réfléchir sur le nom. Certains disent qu'on va les appeler les légionnaires du développement, d'autres disent qu'on va les appeler des volontaires du développement. Mais l'idée en tout cas, c'est de prendre des jeunes et de les former proprement et de les injecter dans le secteur agricole pour renforcer le personnel qui s'occupe du secteur agricole. Le deuxième gros service dont le deuxième gros secteur dont nous allons nous occuper, ce sont les téléservices. C'est-à-dire tout ce qui est métier de l'intelligence. Télécom, biologie, informatique, etc. Tout ce gros secteur. Pourquoi? Vous savez, en 89, quand je suis arrivé à Princeton, un professeur de biologie qui nous faisait l'initiation à la biologie m'a dit, monsieur, vous venez d'Afrique. Vous avez deux gros problèmes. Vous avez la famine et la maladie, et vous n'avez pas de base industrielle. Donc, vous devez concentrer vos efforts sur les deux sciences qui domineront le 21e siècle, l'informatique et la biologie. Parce que ça ne nécessite pas de passé industriel, ça nécessite seulement des étudiants brillants, capables de rédiger des logiciels ou de manipuler des bactéries en laboratoire. Donc voilà en gros les deux gros secteurs qui occuperont en tout cas des plages et des places prioritaires dans le programme. Naturellement, autour du développement de l'agriculture, il faut comprendre une grappe de convergence. Les mécaniciens iront réparer les tracteurs, les artisans menuisiers pourront vendre des meubles à des paysans devenus riches, parce que le concept global qui irriguera toute cette politique, c'est d'augmenter les richesses des populations, vaincre la pauvreté, exactement comme je l'ai vaincu. Oui, mais tout ça va coûter combien le coût? Est-ce que vous l'avez évalué? Oui, c'est ce que je viens de vous dire, mais ne vous inquiétez pas pour le coût, hein. Vous savez, une petite mesure simple. Toutes ces agences-là que vous voyez à gauche et à droite seront supprimées. L'État retrouvera toute sa place. Les ministères retrouveront toute leur place. Même si, pour animer certaines directions qui requièrent des compétences particulières, on va prendre ces compétences-là dans le secteur privé et les injecter dans l'administration. Mais on ne créera pas une agence pour n'importe quoi. On prendra la structure de l'État, les directions auront la plénitude, les directions d'administration centrale auront la plénitude de leurs prérogatives et seront animées par des personnels compétents. Cela nous conduira à des économies substantielles. Moi, je ne passerai pas ma vie à voyager à la recherche de distinctions, de médailles, de prix, de doctorat honoris causa, un peu comme le vieux nègre et la médaille. J'utiliserai tout cet argent-là pour les mutuelles de crédit et d'épargne. J'utiliserai cet argent-là pour l'agriculture. Oui, voilà. Vous venez d'écouter le Conseil des ministres où on a encore créé des ambassades, des consulats. Tout ça, c'est du gaspillage qui permettra, en réduisant le train de vie de l'État, de concentrer les ressources sur les problèmes des populations. Oui, dernièrement, le président de la République a déclaré que la classe politique actuelle, l'opposition plus précisément, les gens qui le composent n'ont pas suffisamment la formation nécessaire pour diriger un pays. Il a surtout chercher de l'argent. Voilà, vous, que répondez-vous à ça? Mais écoutez, lui est le mieux placé pour vous répondre.
Lui, il a commencé à bénéficier de mes services intellectuels quand j'étais étudiant en classe préparatoire HEC à Paris. Il a continué à en bénéficier quand j'ai intégré l'Institut d'études politiques de Paris, dont je suis diplômé. Il a continué à en bénéficier quand Pricewaterhouse m'a recruté. Il a continué à en bénéficier quand je suis allé à l'université de Princeton sur la base d'un concours qui chaque année sélectionne simplement 6 personnes dans tout le tiers-monde, incluant la Chine et l'Inde, qui présentent un potentiel de leadership, c'est-à-dire qui sont capables de devenir demain des leaders et des dirigeants. Et c'est James Baker, le ministre des Finances des États-Unis, qui m'avait repéré et qui m'avait recommandé à ce programme de Parvin Fellowship Programme de l'université de Princeton. Mais lui, Wade, combien de fois il vous a dit ici à la télévision qu'il s'appuyait sur moi? La preuve, quand je l'ai quitté en 2004, depuis, il ne fait que des bourdes. Alors, vous pensez qu'on manque au Sénégal de compétences pour gérer le Sénégal? Non, c'est un faux débat et un faux prétexte. Et de toutes les façons, il y a 13 millions de Sénégalais pour en décider. Pourquoi Wade s'arrogerait-il le droit d'être le seul à devoir décider de qui dirigera le Sénégal et à choisir son fils? Pourquoi? Mais il y a 13 millions de Sénégalais, il y a 4,5 millions d'électeurs pour faire ce travail-là. Ce n'est pas son travail à lui. Lui, ce qu'on lui demande, c'est de cesser d'être wax-waxet. C'est de respecter la Constitution et les lois. C'est de partir. Et de toutes les façons, je m'emploierai de toutes mes forces à le faire partir. Alors, Monsieur le Premier ministre, là vous êtes dans les starting blocks déjà pour la présidentielle de 2012. Macky Sall y est déjà. Il y aura votre sœur Aminata Tall, probablement. Est-ce que vous ne pouvez pas vous entendre, vous trois, pour former peut-être, je ne sais pas, est-ce qu'il n'y a pas possibilité d'alliance entre vous? Non, pas seulement alliance entre nous trois. Moi, je vais vous répéter ce que je viens de dire. Tous ceux qui pensent qu'ils ont le potentiel pour être président de la République doivent avoir l'opportunité de tester ce potentiel vis-à-vis du peuple sénégalais qui, encore une fois, est le seul souverain. C'est vous qui déciderez. Moi, j'ai une carte d'électeur, vous en avez une, lui en a une. Mais pourquoi se fatiguer? Allons tous devant les Sénégalais. Les Sénégalais, ils voteront, les résultats sortiront, on saura qui est qui. Donc, je ne suis pas contre des candidatures multiples. Je suis pour une chose, et c'est pour ça que je traite chacun des candidats comme un concurrent jusqu'au premier tour, un allié potentiel de deuxième tour, et en tout état de cause, un partenaire si c'est moi qui deviens président de la République, pour constituer une base politique et sociale suffisamment large et stable pour une prise en charge efficace des problèmes des Sénégalais. Parce que on ne dirige pas un pays avec 25 ou 30%. On dirige un pays avec 51% ou 50% plus une voix, plus exactement, au minimum. Et vous savez, en 2002, je suis allé en Côte d'Ivoire en tant que ministre d'État, chargé par le président de la République de parler aux leaders ivoiriens. Je les avais tous vus à l'époque, Gueye, Gbagbo, Ouattara, etc. Je leur ai dit, écoutez, vous êtes en train de casser votre pays, puisque chacun d'entre vous a à peu près un quart de l'électorat. Vous êtes obligés de vous mettre 2 à 2 ou 3 à 3 pour avoir une plateforme politique large. Mais c'est ce que les Ouattara ont fini par faire avec les oufouettistes. C'est une nécessité. Et moi, je suis pour de larges coalitions, un vaste rassemblement. D'où mon slogan, rassembler pour gagner, rassembler pour gouverner, mais plus fondamentalement, rassembler pour servir le Sénégal. Oui. Récemment, un leader politique, Ahmed Khalifa Niasse, a déclaré que dans les jours à venir, il y aura un ancien Premier ministre libéral qui sera reçu au palais. Vous n'êtes que deux, c'est vous et Macky Sall. Ah, ce ne sera sûrement pas moi. Non, vous savez, là-dessus, je suis très clair.
j'ai définitivement rompu avec Abdoulaye Wade. Vous savez, moi, j'assume tous mes choix, hein, et ça, vous le savez. Quand, en 2007, j'allais lui répondre au palais, ça m'a valu toutes les critiques les plus acerbes, y compris dans mon propre cercle familial. Mais je l'ai fait. Je l'ai fait parce que je ne pouvais pas dire non à Serigne Saliou Mbacké, qu'Allah augmente sa lumière. Je ne pouvais pas dire non à Tivaouane. Je l'ai fait parce que j'avais besoin d'entendre le président de la République, qui était la principale source des accusations contre moi, me laver publiquement. Et vous l'avez tous entendu, en compagnie de Abdoul Aziz Sy Al Ibn, me laver proprement à la télévision nationale. J'avais besoin, à chaque fois, que la vérité soit restaurée, et de sa bouche. Mais cette fois-ci, quand je me suis aperçu que les intérêts du Sénégal étaient menacés et que sa présence à la tête du Sénégal était devenue un danger et que le népotisme était en train de prendre des proportions au-delà même de ce que j'avais soupçonné en dénonçant en 2004 la dévolution monarchique du pouvoir, j'ai dit, je ne lui parlerai plus ni directement ni indirectement. Et souvenez-vous, la première déclaration, je l'ai faite où? Le 29 janvier, je crois, à Touba, avant mon communiqué du 1er juin. Et quand j'ai fait le communiqué du 1er juin, 23 jours après, on a eu le 23 juin. Danger et calamité pour les populations. Donc aujourd'hui, je ne lui en veux pas personnellement. Je n'en veux à personne personnellement. Je suis respectueux de chaque créature d'Allah. Je suis respectueux de chaque être humain. Mais il s'agit des intérêts du Sénégal. Sa présence à la tête du Sénégal étant devenue un danger et une calamité pour les populations, je n'ai plus rien à discuter avec lui. Je travaille, comme je l'ai déjà dit, exclusivement à son départ. Toutes les tentatives de réconciliation, d'envoi d'émissaires sont vouées à l'échec. Totalement. Mais il peut vous proposer de retirer sa candidature et de vous laisser l'appareil. Non, 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 je n'en veux pas non plus. Je le lui ai déjà dit. Je lui ai dit, mais Monsieur le Président, il ne vous incombe pas de choisir votre successeur. Ça incombe à Dieu et aux électeurs sénégalais. Arrêtez de vous en occuper. Vous pouvez soutenir qui vous voulez par votre savoir, par vos moyens financiers. Vous pouvez faire campagne pour qui vous voulez. Mais arrêtez de vous occuper de choisir qui va vous remplacer. Ce n'est pas votre travail et ce n'est pas de votre ressort. Et de toutes les façons, vous n'en avez pas le pouvoir. Il vous a dit ici à la télévision que tout le monde va lui succéder sauf moi. Qu'est-ce qu'il en sait? Il peut changer d'avis entre-temps. Ah, mais écoutez, s'il change d'avis, qu'il vote dans l'urne, mais qu'il s'abstienne surtout de me soutenir publiquement, puisque ça me coulerait. Voilà, et ce sera peut-être la dernière question. Vous combattez Wade peut-être pacifiquement. Il y a un député qui demande à l'armée de prendre le pouvoir au cas où Wade décidait à se présenter par la force. Vous en pensez quoi rapidement? Que Dieu nous en préserve. Je vous ai dit tout à l'heure que le Sénégal n'a jamais connu de coup d'État militaire. Le Sénégal dispose d'une armée exceptionnelle. Aujourd'hui, la compétence de cette armée est reconnue au plan mondial. Le plus haut gradé militaire de la hiérarchie de l'ONU en matière de maintien de la paix est un général sénégalais, Babacar Gaye. C'est un général sénégalais, Talla Niang, qui est en charge de la force de l'ONU chargée du maintien de la paix en Côte d'Ivoire. Nos militaires sont compétents et sont républicains et leurs talents sont reconnus sur le plan mondial. Laissons-les en dehors du jeu politique. Mais il est clair qu'au Niger, c'est une tentative de violation de la Constitution qui a amené des militaires au pouvoir. Il ne faut pas jouer avec ça. Tous les risques
viennent d'une tentative de manipulation de la Constitution ou de violer la Constitution. Il faut que le président de la République s'abstienne de ça. Mais surtout, ne pas s'amuser avec l'implication de l'armée dans le jeu politique. Notre armée rend des services à la nation, elle rend des services à l'image du Sénégal dans le monde, elle est respectée dans le monde entier. Il faut continuer à lui préserver cette image et à ne pas brouiller cette image en faisant des putschistes. En quelques secondes, Wade a déchiré le bulletin unique pour parler de manière imagée. Vous en pensez quoi? Je pense que ça aurait aidé à économiser et à clarifier le processus électoral. Mais quels que soient les bulletins que nous aurons, Wade partira. Alors, et c'est ça seule question. Monsieur le Premier ministre, avez-vous retrouvé vos portables? Quel portable? On avait dit que vous aviez perdu 4 portables. Moi, je n'ai pas de portable. Ah bon? Je ne suis qu'un emprunteur de portable. Il n'y a aucun portable à mon nom, donc je n'ai rien perdu. Voilà, merci en tout cas, Monsieur le Premier ministre. Ça a été vraiment un plaisir pour nous de vous avoir reçu sur ce plateau pour ce premier numéro de Perspective 2012. Merci également à mon collègue et ami Georges Nesta Diop du service politique de Walf Quotidien. Mesdames et messieurs, merci. Rendez-vous est pris pour la prochaine fois. Au revoir.